Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 juillet et nous allons évidemment commencer le journal du jour en débriefant le match entre la France et le Maroc, mais j'en profite tout de même pour vous dire que sur la chaîne principale Talk My Football, j'ai fait un débrief à chaud de la rencontre, une fois n'est pas coutume. Vous aurez donc la possibilité de me voir en train de crever de chaud, tout transpirant, de stress suite à la rencontre, mais aussi parce qu'il fait 40 degrés dans mon bureau, donc je vous invite à aller voir le débrief complet, mais là on va revenir quand même un petit peu sur la rencontre. On parlera ensuite beaucoup de football de club, on ira du côté d'Arsenal et de Newcastle pour parler de Bruno Guimaraes, on parlera d'Adeyemi qui prend la direction du FC Barcelone et je vais être assez critique, je spoil mon avis. On parlera de Kwasi, aka le choix de carrière qui mérite le plus d'être critiqué au cours des 20 dernières années. Et puis j'aurai un truc qui sera pas vraiment une news, on va parler du débat Ballon d'Or, alors ne partez pas en courant. Je vais pas rentrer premier degré dans le débat, je vais plutôt critiquer le débat Ballon d'Or et essayer de décrypter, le mec s'est pris pour Hugo Décrypte, la dynamique de ces débats et comment ça évolue avec la Coupe du Monde, parce que je trouve ça assez fascinant en fait. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Comment ne pas être arrogant? Je suis désolé, mais l'équipe de France a fait passer le Maroc pour une équipe de tocards alors que le Maroc c'est une sélection hyper forte, que j'ai énormément de respect pour eux, mais alors au cours de cette rencontre, t'avais l'impression que c'était les petits CM2 qui se faisaient bolosser par des lycéens, et franchement, j'ai l'impression que l'intégralité des Français se retrouve avec l'arrogance de Manu Mac qui découvre ses lunettes Aviator, mais il faut bien dire qu'on est fiers de ces bleus, il faut bien dire que cette équipe de France, c'est la grosse équipe du tournoi, les grands méchants, même si un favori, ça peut se faire sortir. Ça fait donc 2-0 pour l'équipe de France face au Maroc, voici les compos qui étaient alignés. Désiré Doué, le choix gagnant de notre cher Didier Deschamps dans les récup qui amènent le danger, il a vraiment été exemplaire. Faut parler de Koné qui a été monstrueux dans l'activité et avec une capacité à gagner les duels. J'étais pour la France, j'étais sur mon canapé derrière la télévision et malgré tout il me faisait peur Koné. Alors j'imagine même pas quand tu joues contre lui. Kylian Mbappé continue son duel à distance avec Léo Messi. Messi a raté un penalty puis il est devenu le héros de son pays. C'est exactement le schéma qui s'est reproduit pour Kylian. Il est buteur, il est passeur décisif et l'autre but c'était évidemment Ousmane Dembélé. Toute l'équipe a été relativement solide, c'est une équipe de France qui a été impériale. Et en face le Maroc, forcément Sebari a manqué. Je pense qu'il aurait été très utile parce que oui, le Maroc a une possession équilibrée avec l'équipe de France sur le papier, mais dans les faits tu te rends compte qu'il y a de nombreuses phases de jeu où ils avaient une possession assez basse, où ils essayaient de jamais être bloc trop haut. Pourquoi ? Parce qu'ils espéraient qu'en fait ils arrivent à aspirer l'équipe de France, d'ailleurs Didier Deschamps en a parlé à la mi-temps, pour mener des phases de contre, sauf qu'ils ont jamais réussi à bien mener ces phases de transition. Le Maroc a très peu tiré, le Maroc s'est procuré très peu d'occasions et finalement il y a un joueur marocain qui a sauvé dans l'équipe, quasiment qu'un seul, c'est Bono. Mais alors quel joueur? Parce que Bono c'est un gardien mais absolument stratosphérique, qui peut faire la fierté d'un peuple, il a repoussé l'échéance à de nombreuses reprises, il a fait un match absolument XXL, et quand on parle des hommes de la rencontre, oui, il y a les Français qui se distinguent, mais il y a aussi Bono, franchement, il est vraiment excellent. Sauf que voilà, quand ton meilleur joueur et seul vrai bon joueur de la rencontre, c'est ton gardien, ça en dit long sur la dynamique. L'équipe de France se qualifie donc en mode c'est une formalité. Ils rencontreront pour la demi-finale soit la Belgique, soit l'Espagne. À mon goût, la France sera encore favorite. Mais n'oubliez pas, des favoris qui sont éliminés dans les compétitions, ça se voit dans chaque compétition, donc c'est pas une assurance de victoire, on peut être confiant, mais en vrai, pour rectifier un peu ce que je disais au début en vannant, faut être confiant mais pas être arrogant, c'est ça l'important. Il veut Arsenal, il a envie de se casser de Newcastle et comment ne pas le comprendre? Bruno Guimaraes est dans un club qui ressemble à un magasin en faillite où t'as un panneau tout est à vendre, on liquide tout cet été, et d'un autre côté t'as le club d'Arsenal qui a été finaliste de la Champions League, qui a été gagnant de la Première Ligue, qui est d'une grande régularité. Évidemment t'as envie d'aller du côté du club de Mikel Arteta. On a justement le journal L'équipe qui nous en parle en disant qu'il y a un accord entre le joueur et le club pour un contrat de 5 années, une première offre à 70 millions d'euros, et si jamais ça touchait les 80, l'OL pourrait toucher jusqu'à 6 millions d'euros dans le dossier, ça fait plaisir. Et de mon côté, au risque d'en choquer certains,
je trouve que 70 millions d'euros pour Guimarães, c'est vraiment pas surpayer le joueur. Alors ok, c'est sa valorisation officielle Transfermarkt, mais en attendant, on sait qu'entre clubs anglais, généralement, ça surfacture les transferts. Ici, ce serait même pas le cas. Ils ont déjà perdu Tonali dans ce secteur du côté de Newcastle, donc franchement, ça fait une grosse perte, et Bruno Guimarães, ce serait une recrue absolument formidable pour Arsenal. C'est un des meilleurs relayeurs que je juge les plus solides du marché. Il a une expérience phénoménale, mais en même temps, il est suffisamment jeune pour avoir encore un paquet d'années au très très haut niveau. Donc si les Gunners arrivent à faire ce recrutement, ce sera une équipe extraordinaire qui en sortira encore plus forte. Le Barça serait sur le point de recruter Adeyemi pour 40 millions d'euros et je suis ultra sceptique. Je vais être honnête avec vous, c'est pas que j'aime pas Adeyemi, c'est pas qu'il n'y a pas de besoin du côté du FC Barcelone, mais il rentre dans la catégorie des joueurs où je me dis, ouf, je suis pressé de voir sa destination parce qu'une fois qu'il va quitter le Borussia, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Alors déjà, Adeyemi, il a un atout absolument formidable, c'est sa polyvalence. Quand on regarde sa carrière, il a évolué avant-centre, deuxième attaquant, ailier gauche, ailier droit. Cette saison, c'est plus second attaquant et ailier droit, mais tout de même, et il y a un véritable besoin du côté du FC Barcelone, on peut pas le nier. T'as perdu Robert Lewandowski, tu vas sûrement ne pas rapatrier à nouveau Marcus Rashford, il y a des rumeurs autour de Rafinha et son avenir, t'as recruté Gordon pour le moment, mais oui, il te faut un petit peu de joueurs, certes, mais Adeyemi, je suis un peu sceptique. 40 millions d'euros, c'est sa valorisation Transfermarkt, mais là, pour le coup, je trouve ça un peu cher, étant donné que la fin de son contrat approche et que finalement, c'est un joueur qui brille sur des qualités essentiellement de buteur, mais moi je suis désolé, les buteurs en Bundesliga, je me dis toujours que quand ça va aller dans un autre championnat, ça risque de perdre quand même beaucoup de buts au compteur. Adeyemi, c'est pas qu'un buteur, ok, dans les autres domaines techniques, il n'est pas forcément excellent, c'est un bon dribbleur, mais en termes de contribution au jeu, c'est déjà nettement plus limité, mais ce qui fait sa force, c'est que c'est un dragster. J'allais dire un Draxler, c'est pas Julian Draxler, hein. Mais il est extrêmement rapide, c'est une fusée, c'est Pogacar si vous voulez, le mec est inarrêtable, il est très très rapide, et c'est sans doute sa grande force avec le fait de réussir à stater du côté de Dortmund, mais voilà, je suis un peu sceptique. De toute façon, la direction du mercato du Barça, il est clair, hein. Tu vas chercher Gordon qui est une fusée qui sait dribbler, tu vas chercher Adeyemi qui est une fusée qui sait dribbler, les intentions sont clairement annoncées, mais je vais attendre de voir ce que ça va donner quand même. Mais bon, 40 millions d'euros au pire, si je trouve ça cher pour le joueur, c'est pas cher pour le Barça. Est-ce que vous vous souvenez de Tanguy Kouassi? Le mec avait été propulsé titulaire au Paris Saint-Germain par Thomas Tuchel, il y a même eu des minutes de jeu en Champions League. C'était une époque où Paris était encore critiqué pour sa gestion des jeunes, mais là ils avaient été impériaux, proposé un gros contrat, proposé des belles perspectives de temps de jeu, et malgré tout le mec s'était cassé du côté du Bayern Munich, soi-disant parce que le projet sportif était plus solide, alors qu'à l'époque le Bayern était relativement instable. C'était un choix qui avait pas été compris par la majorité des observateurs, je parle même pas que des supporters du Paris Saint-Germain, et ça a été un choix absolument catastrophique. Il pourrait faire son retour du côté de la France, plus précisément au LOSC. Vous voyez la news du journal L'Équipe, il a encore une année de contrat avec le Séville FC qui serait disposé à rompre ce contrat. C'est généralement pas bon signe, la raison est simple, vous voyez, le temps passé blessé est absolument délirant. Depuis 2 ans, il est vraiment beaucoup absent, historiquement il était déjà fragile, c'est même dur d'avoir un avis sur le niveau réel de Kouassi aujourd'hui en 2026, tant ça fait longtemps que tu l'as pas vu enchaîner suffisamment sans avoir de soucis physiques ou de peur liés à ça pour qu'il puisse vraiment faire parler son football. C'est un pari un petit peu pile ou face du côté du LOSC, mais c'est surtout une carrière qui a été hyper mal gérée. Il avait le tapis rouge déroulé au Paris Saint-Germain et finalement il a fait ses débuts en 2019 et en quasiment 7 ans il a fait 102 matchs pro en club, ça fait moins de 15 matchs par an. Évidemment il y avait les blessures, il y a eu le banc du côté du Bayern Munich, donc on va voir ce que ça donnera au LOSC si ça se fait. Je vais regarder ça avec une grande curiosité. Les débats Ballon d'Or, c'est quand même un délire, hein. Il y a un mois, si tu disais que ça allait être quelqu'un d'autre que Kvaratskhelia, t'étais considéré comme pire qu'un footix, mais un ennemi absolu du football. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, Kvaratskhelia n'est pas à la Coupe du Monde 2026, la Coupe du Monde 2026 fait toute l'actualité, et du coup on ne parle plus du tout de Kvara, et le prétendant numéro 1, ça semble être Kylian Mbappé, alors que Mbappé, absolument personne en parlait au début du mondial. Alors qu'il fait une bonne saison du côté du Real Madrid, mais pas titré collectivement, bien évidemment. Alors vous allez me dire, c'est normal, la Coupe du Monde rebat un petit peu les cartes, Kylian Mbappé fait un mondial absolument exceptionnel, 6 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, c'est historique, il n'y a pas d'autres termes.
Mais je suis d'accord avec ça. Je suis pas en train de vous dire que Kylian Mbappé devrait pas être dans ces débats. Et finalement, ces débats, moi je m'en moque un petit peu. Mais ce qui me fait juste rire, c'est de me dire qu'il y a un mois, il y a des mecs qui s'écharpaient pour dire non, ça doit être Yamal, ça doit être Guevara, ça doit être Olysée, ça doit être Harry Kane, ça doit être Dembélé. Et finalement, aujourd'hui, tu te rends compte que tous ces débats, ils servaient à rien, que tu t'en fous complètement. Et je suis même en train de me dire que là, on va arriver en demi-finale et que du coup, ces débats actuellement, ils servent à rien non plus. Parce que ça se trouve, il va se passer des dingueries en demi-finale, en finale, et que ça changera encore une fois l'opinion des gens. Alors pourquoi je vous en parle? C'est simplement pour vous dire que non seulement les débats Ballon d'Or, ils sont pas très intéressants sur le fond, on les fait quand même parce qu'ils sont amusants, mais alors quand on se les tape des mois en avance, ça ne veut rien dire. Et là, on en a une belle démonstration avec cette Coupe du Monde qui change absolument tout. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, nous parlerons bien évidemment du match qui aura lieu demain. Est-ce que Erling Haaland peut permettre à sa sélection de faire l'exploit face aux Free Lions? Ça va être un match très intéressant à suivre, assez déséquilibré sur le papier, mais attention, la Norvège a eu sans doute un des parcours les plus difficiles depuis le début de la Coupe du Monde et on peut pas dire qu'ils aient démérité. Très loin de là, donc faut pas les enterrer trop tôt. Rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h, kiffez bien les matchs, il y en a de nombreux très intéressants à venir, salut.